Imaginez un homme qui, à l'âge de 20 ans, hérita d'un royaume, qui, à 30 ans, conquit le monde connu et mourut avant d'avoir atteint l'âge de 33 ans, laissant derrière lui un héritage qui façonnerait des civilisations pendant des siècles. Cet homme fut Alexandre le Grand, non seulement un guerrier, mais aussi un visionnaire dont les ambitions dépassaient des limites de l'imagination humaine. Comment quelqu'un d'aussi jeune put-il accomplir des exploits qui semblent impossibles encore aujourd'hui? Qu'y a-t-il derrière cette légende? Voici l'histoire d'un conquérant qui ne domina pas seulement des terres, mais unifia aussi des cultures, défia des frontières et inscrivit son nom dans l'éternité. Tout commence par une histoire familiale et peut-être même par une prophétie divine. Pour comprendre Alexandre, nous devons retourner à l'endroit où tout débuta. La Macédoine, une région montagneuse située au nord de la Grèce classique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la Macédoine était considérée comme une terre de barbares par les Athéniens et les Spartiates raffinés. Mais cette perception allait changer radicalement sous la conduite de Philippe Ier, père d'Alexandre. Philippe Ier transforma la Macédoine en une puissance militaire. Presque à partir de rien, il réforma l'armée en introduisant la phalange macédonienne, une formation novatrice qui utilisait des lances longues appelées saris. De plus, il adopta des tactiques diplomatiques astucieuses afin d'affaiblir les cités-États grecques tout en consolidant son pouvoir intérieur. Philippe rêvait de mener une campagne panhellénique contre l'Empire perse, le plus grand rival de la Grèce. Cependant, il n'aurait jamais imaginé que ce serait son fils qui accomplirait ce rêve. Mais qui était la femme qui modela le caractère d'Alexandre dès le départ? Olympias, sa mère, était une figure énigmatique et extrêmement influente. Elle appartenait à l'aristocratie épirote, célèbre pour ses traditions mystiques. On raconte qu'elle affirmait souvent avoir des liens directs avec les dieux, en particulier avec Dionysos, le dieu du vin et de l'extase. L'une des histoires les plus intrigantes concernant Olympias parle d'un serpent qui, selon la rumeur, visitait sa chambre pendant la nuit. Certains croyaient que cela signifiait qu'Alexandre était fils de Zeus et non de Philippe. Bien qu'il soit probable que ce récit ait été amplifié plus tard afin de légitimer son règne, il contribua certainement à créer une aura mystique autour du jeune prince. L'éducation d'Alexandre joua aussi un rôle crucial dans sa formation. Son précepteur le plus célèbre fut nul autre qu'Aristote, le grand philosophe grec. Pendant 3 années, Aristote enseigna à Alexandre la littérature, les sciences, l'éthique et la politique. C'est à cette époque qu'Alexandre développa sa passion pour la culture grecque, en particulier pour l'œuvre d'Homère. L'Iliade devint son livre préféré, et il emportait toujours avec lui une copie annotée du poème épique. Alexandre admirait profondément Achille, le héros de l'Iliade, le voyant comme le modèle du courage et de la gloire. Il alla même jusqu'à visiter le tombeau d'Achille à Troie pendant sa campagne asiatique, se proclamant héritier spirituel du légendaire guerrier. Mais tout n'était pas harmonie dans la maison royale macédonienne. La relation entre Alexandre et Philippe était complexe et pleine de tensions. Malgré son affection pour son père, Alexandre se sentait souvent éclipsé par ses réussites. Lorsque Philippe épousa de nouveau Cléopâtre Eurydice, des rumeurs circulèrent selon lesquelles il souhaitait un héritier plus légitime qu'Alexandre, puisque Olympias était étrangère. Cet incident aboutit à une crise familiale dramatique au cours de laquelle Alexandre et sa mère furent temporairement exilés. Bien qu'ils fussent revenus en grâce, la méfiance entre père et fils demeura latente. La mort soudaine de Philippe Ier en 336 après Jésus-Christ changea tout. Pendant une cérémonie de mariage à Aigai, l'ancienne capitale macédonienne, Philippe fut assassiné par un garde personnel nommé Pausanias. Les circonstances du crime demeurent obscures jusqu'à aujourd'hui. Certains suggèrent qu'il s'agissait d'un acte de vengeance motivé par des affaires personnelles, tandis que d'autres croient que des conspirateurs politiques, peut-être même des membres de la famille royale elle-même, étaient derrière l'assassinat. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'Alexandre sut saisir l'opportunité. À l'âge de 20 ans, il monta sur le trône macédonien, affrontant immédiatement des défis internes et externes.
Pour comprendre pleinement les origines d'Alexandre, il faut plonger encore plus profondément dans l'intricate toile de la politique, de la culture et de la mythologie qui entourait la Macédoine au IVe siècle avant Jésus-Christ. La région était stratégiquement située entre les peuples barbares du nord et les cités-États sophistiqués du sud. Bien que les Macédoniens fussent considérés comme des semi-grecs, un mélange de cultures hellénisées et de traditions locales, ils possédaient une identité unique façonnée par des siècles d'interaction avec les deux mondes. L'ascension de la Macédoine, en tant que puissance, commença bien avant Philippe Ier. Ses ancêtres avaient déjà tenté de consolider le royaume contre les invasions extérieures, mais ce fut Philippe qui transforma cette terre autrefois marginalisée en un centre de pouvoir incontesté. Il agrandit les frontières macédoniennes grâce à des conquêtes militaires soigneusement planifiées et à des alliances politiques astucieuses. Toutefois, sa plus grande contribution fut la réforme militaire. Avant Philippe, les armées macédoniennes étaient relativement faibles et désorganisées. Il introduisit la phalange macédonienne, une unité hautement disciplinée équipée de saris, des lances longues pouvant atteindre 6 mètres. Cette innovation permit à ses soldats de former des barrières impénétrables contre la cavalerie et l'infanterie ennemie, devenant ainsi une arme redoutable sur le champ de bataille. De plus, Philippe créa une force d'élite appelée les hypaspistes, porteurs de boucliers, qui alliaient souplesse tactique et puissance brute. Il investit également fortement dans la cavalerie lourde, menée par les nobles macédoniens. Ces changements révolutionnèrent l'art de la guerre et établirent les bases des futures victoires d'Alexandre. Cependant, Philippe ne se limita pas aux seules questions militaires. Il promut aussi un programme culturel visant à intégrer la Macédoine au monde hellénique. Il participa aux Jeux olympiques, parraina des compétitions artistiques et encouragea l'adoption de coutumes grecques parmi l'aristocratie macédonienne. Tout cela faisait partie de son grand dessein, unifier les cités-États grecs sous son commandement afin de lancer une campagne commune contre l'Empire perse. Mais ce qui rendait Philippe à la fois fascinant et controversé était son talent pour manipuler les gens. Il savait employer la diplomatie quand cela était nécessaire, mais n'hésitait pas non plus à recourir à la coercition ou à la trahison. Sa vie personnelle reflétait cette dualité. Philippe eut plusieurs épouses au cours de sa vie, chacune choisie stratégiquement pour renforcer des alliances politiques. Parmi elles figurait Olympias, mère d'Alexandre, dont le rôle mérite d'être examiné plus en détail. Olympias n'était pas seulement une reine chanceuse. C'était une femme intelligente et ambitieuse qui comprenait parfaitement le jeu du pouvoir à la cour macédonienne. Originaire de l'Épire, une région voisine connue pour ses pratiques religieuses mystiques, Olympias apporta avec elle une aura énigmatique qui fascinait certains et effrayait d'autres. On raconte qu'elle pratiquait des rituels secrets dédiés à Dionysos, le dieu du vin et des fêtes, dont le culte impliquait l'extase, la musique et des danses frénétiques. Certains récits suggèrent qu'Olympias affirmait souvent avoir des visions divines et même qu'un serpent sacré visitait sa chambre pendant la nuit. Ce récit alimenta les rumeurs selon lesquelles Alexandre était fils de Zeus et non de Philippe, une idée qu'Olympias aurait peut-être délibérément encouragée afin d'accroître le prestige de son fils. Cette notion de divinité associée à Alexandre fut amplifiée par la suite, surtout après ses conquêtes extraordinaires. Cependant, il est important de noter qu'à l'époque, ces histoires servaient des objectifs très pratiques. En liant Alexandre au dieu, Olympias légitimait sa position d'héritier du trône macédonien. Cela était crucial, car la succession royale en Macédoine était souvent contestée, différentes factions soutenant des prétendants rivaux. De plus, le lien avec Zeus, le souverain suprême du panthéon grec, aidait à projeter une image d'autorité incontestable, tant pour les sujets que pour les ennemis. La relation entre Alexandre et sa mère était extrêmement étroite, presque symbiotique. Olympias exerçait une profonde influence sur lui, façonnant sa vision du monde. Depuis l'enfance, elle lui apprit à valoriser le courage, l'ambition et la loyauté,
des qualités qu'il garderait toute sa vie. Cependant, ce lien avait aussi un côté sombre. Olympias était impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger l'avenir d'Alexandre, ce qui la mettait souvent en conflit direct avec Philippe. Un exemple marquant eut lieu lorsque Philippe se remaria avec Cléopâtre Eurydice, une jeune noble macédonienne. Pendant la cérémonie, l'oncle de Cléopâtre, Attale, fit une remarque imprudente en insinuant que Philippe devrait engendrer un héritier légitime au lieu de compter sur Alexandre, dont la lignée maternelle était étrangère. Furieux, Alexandre jeta une coupe en criant « Alors je suis un bâtard, selon toi !» L'incident aboutit à une rupture temporaire entre Alexandre et son père, poussant le jeune prince et Olympias à quitter la cour pendant quelque temps. Bien qu'il soit finalement revenu en faveur, la tension ne disparut jamais complètement. Alexandre grandit en observant de près les intrigues palatines, apprenant des leçons précieuses sur la manipulation, la diplomatie et la survie. Il vit comment le pouvoir pouvait être gagné et perdu en un instant, et comment la loyauté était souvent une monnaie négociable. Ces expériences façonnèrent son caractère de façon subtile mais profonde. Il développa une mentalité de vigilance constante, remettant toujours en question les motivations des personnes autour de lui. En même temps, il nourrissait un désir insatiable de prouver sa valeur, non seulement à lui-même, mais au monde entier. Un autre facteur décisif dans la formation d'Alexandre fut son éducation formelle, supervisée par nul autre qu'Aristote, le philosophe grec lui-même, disciple de Platon et maître de penseurs comme Théophraste. Philippe engagea Aristote comme précepteur d'Alexandre et d'autres jeunes nobles macédoniens dans un petit village appelé Miesa. Pendant 3 années, Aristote enseigna un large éventail de disciplines, y compris la littérature, l'éthique, les sciences naturelles et la politique. Il initia Alexandre aux œuvres fondamentales de la culture grecque, telles que les tragédies d'Échille et de Sophocle, les dialogues de Platon et bien sûr l'Iliade d'Homère. Cette dernière œuvre devint particulièrement importante pour Alexandre, qui la considérait comme un guide pour la vie. Il admirait profondément Achille, le protagoniste de l'Iliade, s'identifiant à son sens de l'honneur et à sa quête de gloire éternelle. À plusieurs reprises, Alexandre déclara publiquement qu'il considérait Achille comme son modèle idéal d'héroïsme. Aristote exposa aussi Alexandre à des idées philosophiques avancées pour l'époque, telles que le concept d'arrêté, excellence morale et physique, et l'importance de l'équilibre émotionnel. Cependant, il est probable que le philosophe ait mis l'accent sur certaines valeurs spécifiques, comme le patriotisme panhellénique et la supériorité culturelle grecque. Ces principes façonnèrent la vision d'Alexandre quant au rôle de la Grèce dans le monde, et par conséquent, ses propres ambitions impériales. Plus tard, au cours de ses campagnes, Alexandre montra une profonde vénération pour les traditions et monuments grecs, restaurant des temples et offrant des sacrifices aux dieux de l'Olympe. En même temps, il manifestait une curiosité insatiable pour d'autres cultures, adoptant des éléments de la Perse, de l'Égypte et de l'Inde. Cette combinaison d'orgueil hellénique et d'ouverture multiculturelle devint une marque distinctive de son règne. Mais l'éducation d'Alexandre ne se limitait pas aux livres et aux leçons d'Aristote. Dès son plus jeune âge, il fut formé aux arts de la guerre, apprenant à monter à cheval, manier les armes et commander des troupes. Une histoire célèbre illustre parfaitement son habileté exceptionnelle dans ce domaine. La légende de Bucéphale. Lorsqu'Alexandre avait environ 12 ans, Philippe acquit un cheval magnifique mais apparemment indomptable, nommé Bucéphale. Les palefreniers royaux essayèrent plusieurs fois de le monter sans succès. Face à cela, Alexandre fit un pari audacieux avec son père. S'il parvenait à dompter l'animal, Philippe devrait le lui acheter. Tous rirent de cette suggestion, la jugeant impossible. Mais Alexandre remarqua quelque chose que les autres avaient ignoré. Bucéphale craignait son ombre. Il tourna simplement le cheval vers le soleil, éliminant ainsi la source de sa peur, puis monta calmement et galopa triomphalement devant la foule ébahie. Philippe fut si impressionné qu'il dit « Mon fils, cherche un royaume digne de toi, car la Macédoine est trop petite pour toi. » Cet épisode
résume bien ce qui rendait Alexandre spécial. Sa capacité à voir au-delà de l'évidence, à trouver des solutions créatives à des problèmes apparemment insolubles et à agir avec une confiance absolue. Bucéphale devint son compagnon inséparable, l'accompagnant dans toutes ses campagnes jusqu'à sa mort en 326 avant Jésus-Christ. Lors de la bataille de l'Hydaspe, Alexandre pleura amèrement la perte de son fidèle cheval et fonda une ville en son honneur, Bucéphale, sur le lieu même de sa mort. Avec cette base solide, une lignée familiale pleine d'intrigues, une éducation rigoureuse et une personnalité extraordinaire, Alexandre était prêt à affronter les défis à venir. Cependant, rien ne pouvait le préparer au moment où tout changerait. La mort subite de Philippe Ier en 336 après Jésus-Christ. Pendant une cérémonie de mariage à Égaï, l'ancienne capitale macédonienne, Philippe fut assassiné par Pausanias, un garde personnel. Les circonstances du crime restent obscures jusqu'à ce jour. Certaines sources suggèrent que Pausanias agissait par motif personnel, tandis que d'autres pointent du doigt des complots politiques impliquant des figures influentes de la cour, Olympias elle-même incluse. Quelles que soient les raisons exactes, le résultat fut clair. Alexandre, à l'âge de 20 ans, devint roi de Macédoine. La mort soudaine de Philippe Ier laissa un vide de pouvoir en Macédoine, une situation dangereuse dans n'importe quel royaume, mais particulièrement dans un lieu où les intrigues palatines et les rivalités politiques étaient monnaie courante. À l'âge de 20 ans, Alexandre monta sur le trône dans un moment critique. Il n'était pas seulement un jeune homme inexpérimenté essayant de faire ses preuves, il était aussi une cible. De nombreux nobles macédoniens, généraux ambitieux et même des membres de la famille royale mettaient en doute sa capacité à diriger. Certains le pensaient trop faible, d'autres trop impulsif, et il y en avait encore qui voyaient le changement de pouvoir comme une opportunité de promouvoir leurs propres agendas. Mais Alexandre n'était pas naïf. Il avait beaucoup appris en observant les manœuvres politiques de son père, ainsi que les erreurs qui avaient coûté cher. Sa première action en tant que roi fut rapide et décisive. Éliminer toutes les menaces internes avant qu'elles ne puissent gagner en force. Pour cela, il agit avec une combinaison d'astuce et de brutalité qui devint sa marque de fabrique. D'abord, il ordonna l'exécution de tous les rivaux potentiels au trône, y compris des membres de la famille royale et des chefs tribaux qui s'étaient opposés à Philippe. Parmi eux figurait Amintas, un cousin éloigné que certains considéraient comme le véritable héritier légitime. Bien que ce fût un acte cruel, Alexandre savait qu'hésiter ou faire preuve de clémence aurait pu être interprété comme un signe de faiblesse. Quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre durant ses premiers jours au pouvoir. Simultanément, Alexandre œuvra à consolider le soutien des nobles et des généraux macédoniens. Il convoqua une assemblée de l'aristocratie et des officiers militaires où il prononça un discours persuasif sur l'unité du royaume et la continuité des conquêtes lancées par Philippe. Il promit de respecter les plans de son père, y compris la campagne panhellénique contre l'Empire perse. Cette stratégie fonctionna bien, car beaucoup de dirigeants macédoniens étaient déjà engagés dans ces objectifs et voyaient peu d'avantages à changer de camp. De plus, Alexandre savait utiliser la rhétorique pour inspirer la loyauté. Il était charismatique, éloquent et possédait une présence magnétique qui captivait les gens autour de lui. Même les plus sceptiques commencèrent à croire qu'il pouvait être un chef digne de suivre. Cependant, consolider le pouvoir intérieur n'était que la moitié de la bataille. La Macédoine faisait face à de sérieux défis extérieurs, notamment dans les régions frontalières. Les tribus du Nord, Illyriens, Thraces et Péoniens, virent le changement de leadership comme une opportunité de se rebeller contre la domination macédonienne. Ces peuples étaient des guerriers féroces, habitués aux montagnes escarpées entourant la Macédoine. Si Alexandre n'agissait pas rapidement, ces révoltes pourraient se propager et affaiblir encore davantage le royaume. Combinant audace stratégique et compétences militaires, Alexandre lança une série de campagnes éclairs contre les tribus rebelles. Il commença avec les Illyriens menés par le roi Clitus, qui avait envahi le territoire macédonien et menaçait d'atteindre la capitale.
Alexandre marcha contre eux avec une force petite mais extrêmement mobile, surprenant les Illyriens avant qu'ils ne puissent s'organiser complètement. Dans la bataille qui suivit, il utilisa des tactiques novatrices, combinant attaques frontales et manœuvres enveloppantes qui désorientèrent l'ennemi. La victoire fut décisive, et Alexandre non seulement repoussa les Illyriens, mais leur imposa aussi des conditions sévères dans un traité de paix. Cet accord servit d'avertissement à d'autres tribus. Toute tentative de défier le nouveau roi aurait de graves conséquences. Ensuite, Alexandre porta son attention sur les Thraces, une autre tribu puissante contrôlant d'importantes routes commerciales. Une fois de plus, il démontra son aptitude à adapter ses stratégies aux circonstances, sachant que les Thraces excellaient dans la guérilla et connaissaient bien le terrain accidenté. Alexandre décida d'éviter les affrontements directs dans des zones favorables à l'ennemi. À la place, il coupa leurs lignes d'approvisionnement et bloqua leurs voies de fuite, les forçant à combattre dans des conditions désavantageuses. Après une série d'escarmouches sanglantes, les Thraces demandèrent la paix, acceptant des termes qui garantissaient la suprématie macédonienne dans la région. Ces victoires rapides et écrasantes envoyèrent un message clair. Alexandre n'était pas seulement le fils de Philippe. C'était un chef capable de défendre et d'agrandir le royaume. Mais il savait qu'il devait encore régler un autre problème majeur, les cités-États grecques. Sous le règne de Philippe, celles-ci avaient été assujetties grâce à une combinaison de diplomatie et de forces militaires. Cependant, la mort de Philippe suscita des doutes sur la pérennité de cette alliance. Certaines cités, comme Thèbes et Athènes, commencèrent à conspirer ouvertement contre l'hégémonie macédonienne, voyant la jeunesse d'Alexandre comme une opportunité de retrouver leur indépendance. Alexandre décida d'agir avant que l'insurrection ne prenne de l'ampleur. Il marcha vers le sud avec son armée, traversant la Thessalie et arrivant rapidement en Béotie, où Thèbes avait proclamé son indépendance. La cité était confiante dans ses fortifications et comptait sur le soutien d'autres cités grecques. Mais Alexandre n'hésita pas. Il assiégea Thèbes, exigeant sa reddition inconditionnelle. Quand les Thébains refusèrent, il ordonna une attaque totale. Le résultat fut dévastateur. Après de brefs combats, les murs de Thèbes tombèrent et Alexandre permit à ses troupes de piller la cité. Des milliers de Thébains furent tués et les survivants furent vendus comme esclaves. Seule la maison de Pindare, le célèbre poète, fut épargnée, comme geste symbolique de respect envers la culture grecque. Le massacre de Thèbes choqua toute la Grèce. C'était un exemple clair de ce qui arriverait à quiconque défierait Alexandre. Les autres cités-États, y compris Athènes, envoyèrent des délégations implorant la paix. Alexandre accepta, mais sous des conditions strictes. Chaque cité devait reconnaître son autorité comme hégémon, chef suprême de la Ligue de Corinthe, l'alliance panhellénique fondée par Philippe. Ainsi, Alexandre assura le contrôle politique sur la Grèce et obtint le soutien nécessaire pour réaliser son grand objectif, l'invasion de l'Empire perse. Cette période initiale de règne révéla beaucoup sur le caractère d'Alexandre. Il était impitoyable quand il le fallait, mais aussi pragmatique. Il savait que la violence excessive pouvait entraîner une résistance généralisée, tandis que l'indulgence pouvait être perçue comme une faiblesse. Il trouva le juste équilibre, utilisant à la fois la force et la diplomatie pour atteindre ses buts. De plus, il démontra une compréhension profonde de la psychologie politique. En faisant de Thèbes un exemple, il envoya un message clair aux autres cités. Résistez et vous souffrirez les conséquences. Soumettez-vous et vous serez épargnés. Mais malgré ses succès, Alexandre savait que le vrai test était encore à venir. L'Empire perse était une puissance colossale, s'étendant de la Turquie moderne à l'Afghanistan et au-delà. Vaincre un tel adversaire exigerait non seulement des compétences militaires, mais aussi une vision stratégique large et une capacité à s'adapter à différentes cultures et territoires. Alexandre en était conscient et en même temps enthousiaste à cette perspective. Il voyait la campagne perse non seulement comme une guerre de conquête, mais aussi comme une occasion de fusionner les mondes grec et oriental, créant ainsi quelque chose d'entièrement nouveau.
Avant de partir pour l'Asie, Alexandre prit le temps de préparer son armée et ses plans. Il réorganisa les troupes macédoniennes, intégrant des unités d'infanterie légère et des archers pour compléter la phalange lourde. Il engagea aussi des ingénieurs spécialisés dans la construction de machines de siège, essentielles pour prendre les forteresses perses. De plus, il s'occupa de la logistique, veillant à ce que ses troupes aient suffisamment de provisions pour soutenir de longues marches. Enfin, il visita Delphes pour consulter l'oracle d'Apollon, cherchant des bénédictions divines pour sa mission. Bien que l'oracle ait été vague dans ses prédictions, Alexandre interpréta ces paroles comme un signe positif, renforçant sa confiance. Ainsi, en 334 avant Jésus-Christ, Alexandre conduisit son armée à travers l'Hellespont, traversant officiellement en territoire asiatique. Il entama sa campagne par un geste symbolique. Au moment de débarquer, il lança une lance sur la plage, déclarant que cette terre appartiendrait aux Macédoniens. Ce moment marqua le début d'un voyage épique qui changerait à jamais le cours de l'histoire. En traversant l'Hellespont en 334 avant Jésus-Christ, Alexandre n'entrait pas seulement en territoire ennemi, il foulait une terre mythique. Pour les Grecs, l'Asie était un lieu chargé de symbolisme, la terre où Troie était tombée et où Achille et Hector avaient combattu pour l'honneur et la gloire. Il n'est donc pas étonnant qu'Alexandre ait décidé de visiter cet emplacement légendaire avant de commencer sa campagne. Il se rendit au tombeau d'Achille, son héros favori, et y offrit des sacrifices en son honneur. Selon certaines sources, il courut même nu autour du tombeau, imitant le rituel traditionnel des anciens guerriers spartiates. Ce geste en disait long sur sa mentalité. Il voyait son expédition non seulement comme une conquête militaire, mais comme une pèlerinage épique, une chance d'inscrire son nom dans la même légende qui célébrait Achille. Mais tandis qu'Alexandre rêvait de gloire éternelle, l'Empire perse l'attendait avec des armées massives et des ressources pratiquement illimitées. L'Empire, dirigé par le roi Darius III, était une structure politique et économique colossale qui dominait une grande partie du monde connu. Sa capitale, Persépolis, brillait d'or et de marbre, symbole de la puissance et de la richesse accumulées au cours des siècles. Cependant, l'Empire perse faisait aussi face à des défis internes. Darius III, bien qu'étant un dirigeant compétent à certains égards, manquait de l'autorité centralisée de ses prédécesseurs. Les provinces étaient souvent gouvernées par des satrapes, gouverneurs semi-indépendants, dont les loyautés n'étaient pas toujours alignées avec le trône perse. Cette fragmentation serait habilement exploitée par Alexandre tout au long de sa campagne. La première grande épreuve d'Alexandre contre les Perses eut lieu en mai de l'an 334 avant Jésus-Christ, sur la rive occidentale du fleuve Granique, en Turquie actuelle. L'armée perse, menée par les généraux Memnon de Rhodes et Arsams, était stratégiquement positionnée sur la rive opposée, attendant que les Macédoniens tentent de traverser le fleuve sous le feu ennemi. C'était une tactique classique, forcer l'adversaire à attaquer sur un terrain défavorable, fatigué et exposé. Mais Alexandre n'était pas un chef conventionnel. Il décida de traverser le fleuve de face, même en connaissant les risques. À l'aube, il ordonna à ses troupes d'avancer en formation compacte, protégée par la cavalerie lourde, menée par lui-même et ses compagnons les plus proches, connus sous le nom de hétères. Alors que les archers perses décochaient des flèches sans relâche, la phalange macédonienne avançait fermement, tenant ses sarisses pointées vers le ciel pour bloquer les projectiles. Quand elles atteignirent enfin la rive opposée, la bataille devint brutale et chaotique. Alexandre mena personnellement la charge de la cavalerie, se jetant directement contre les généraux perses positionnés en première ligne comme symbole de prestige. Ce fut une erreur fatale pour les Perses, car en concentrant leur chef à l'avant, ils devinrent vulnérables à des attaques directes. Alexandre abattit plusieurs généraux ennemis avec des coups précis de sa lance, inspirant ses hommes à le suivre sans hésiter. La cavalerie perse, dépassée en organisation et en morale, commença à reculer, créant des brèches que la phalange macédonienne exploita impitoyablement. À la fin de la journée, la victoire fut décisive. Les Perses subirent de lourdes pertes, y compris beaucoup de leurs meilleurs commandants.
De plus, Alexandre captura des milliers de mercenaires grecs combattant aux côtés des Perses, en exécutant la majorité comme traîtres à la cause panhellénique. Bien que ce fût un acte cruel, il le justifia comme nécessaire pour envoyer un message clair. Tout Grec collaborant avec les Perses subirait de sévères conséquences. La bataille du Granique fut plus qu'une victoire militaire. C'était un triomphe psychologique. Elle prouva que l'armée macédonienne était supérieure sur tous les plans, discipline, stratégie et leadership. Plus important encore, elle scella la réputation d'Alexandre comme général invincible. À partir de ce moment, les Perses commencèrent à le craindre, et leurs propres troupes doutèrent de la capacité de Darius III à protéger l'Empire. Après la victoire au Granique, Alexandre tourna son attention vers les cités grecques de la côte ionienne, qui avaient été assujetties à la domination perse des décennies auparavant. Ces cités, Éphèse, Milet, Halicarnasse et d'autres, étaient d'importants centres de culture, de commerce et de puissance navale. Les contrôler signifiait couper les principales routes d'approvisionnement des Perses et garantir des bases stratégiques pour les opérations futures. À Éphèse, Alexandre fut reçu comme un libérateur. La population locale, lasse du joug perse, l'acclama comme le restaurateur de la liberté hellénique. Il profita de l'occasion pour renforcer son image de défenseur de la Grèce, promouvant des rituels religieux et reconstruisant des temples dédiés à des dieux comme Artémis. En échange, il exigea que les cités acceptent son autorité et contribuent avec des troupes ou des ressources à sa campagne. Cependant, toutes les cités ne capitulèrent pas si facilement. Milète, une ville portuaire vitale, résista initialement, comptant sur l'aide d'une flotte perse patrouillant les eaux avoisinantes. Alexandre, cependant, l'avait prévu. Il bloqua le port avec sa propre marine alliée, empêchant les Perses de fournir un soutien. Après des semaines de siège, les Milésiens se rendirent et Alexandre les traita avec une clémence relative, leur permettant de s'auto-gouverner à condition qu'ils acceptent sa suprématie. La situation fut différente à Halicarnasse, où même nom de Rhodes, le commandant perse qui avait presque vaincu Alexandre au Granique, organisa une défense obstinée. La cité était protégée par de hautes murailles et des fortifications complexes conçues pour résister à des sièges prolongés. Alexandre savait que prendre Halicarnasse serait un défi technique, mais aussi une opportunité de démontrer son ingéniosité militaire. Il fit venir des machines de siège, catapultes, tours mobiles et béliers, et coordonna des attaques simultanées à différents points des murailles, forçant les défenseurs à diviser leurs forces. La bataille fut brutale et sanglante. Pendant des semaines, les troupes d'Alexandre combattirent au corps à corps dans les rues étroites de la cité, tandis que des incendies dévastaient bâtiments et maisons. Finalement, après des mois de combats intenses, Halicarnasse tomba. Même nom ne put s'échapper et la plus grande partie de la garnison fut anéantie ou capturée. La victoire consolida le contrôle d'Alexandre sur l'Ionie, lui donnant une base solide pour progresser plus profondément en territoire perse. Avec la côte ionienne sous son contrôle, Alexandre fit une pause stratégique pour réorganiser ses forces et planifier les prochaines étapes. Il savait que la phase suivante de la campagne serait encore plus exigeante. Devant lui s'étendaient les vastes plaines de l'Anatolie et au-delà, le cœur de l'Empire perse. Il devait non seulement vaincre les armées de Darius III, mais aussi conquérir les populations locales, les intégrant à son projet de fusion culturelle entre Grecs et Orientaux. Pour cela, Alexandre adopta une approche mesurée. Il évita les punitions excessives contre les cités qui avaient résisté, préférant négocier des termes raisonnables garantissant leur coopération future. En même temps, il encouragea l'adoption de coutumes hellénistiques, promouvant des jeux athlétiques, construisant des théâtres et finançant des écoles philosophiques. Cette politique d'hellénisation douce aida à créer une image positive autour de sa présence, la présentant non comme une occupation étrangère, mais comme une revitalisation culturelle. Mais derrière cette façade diplomatique, Alexandre resta implacable dans ses objectifs. Il savait que la seule manière d'assurer la loyauté des provinces conquises était de démontrer constamment sa supériorité militaire.
Et il était sur le point de le faire de façon spectaculaire lors de la prochaine grande bataille de sa campagne, Issos. Après avoir consolidé son emprise sur l'Ionie, Alexandre conçut un plan ambitieux, avancer directement vers le cœur de l'Empire perse, traversant l'Anatolie jusqu'en Syrie et en Mésopotamie. C'était une décision risquée, car elle signifiait laisser derrière lui des lignes d'approvisionnement sûres et entrer dans des territoires inconnus où l'armée perse pouvait facilement l'encercler ou l'attaquer par derrière. Mais Alexandre n'était pas homme à jouer la prudence. Il savait que l'effet de surprise était son arme la plus puissante et que maintenir Darius III constamment sur la défensive était essentiel pour déstabiliser l'Empire. Au cours de sa marche, Alexandre démontra une habileté exceptionnelle à faire face aux conditions difficiles du terrain. Il traversa des montagnes escarpées, des déserts arides et des fleuves torrentiels, gardant toujours ses troupes motivées et disciplinées. Une des raisons de cela était sa proximité avec ses soldats. Contrairement à de nombreux généraux de l'époque qui commandaient à distance, Alexandre était toujours en première ligne, partageant les mêmes dangers et privations que ses hommes. Il dormait sous des tentes simples, mangeait des rations modestes et rendait fréquemment visite au camp pour discuter avec les soldats. Cette approche créa un lien profond entre lui et ses troupes, les transformant en une force cohésive et loyale. Pendant ce temps, Darius III se préparait à affronter Alexandre. Le roi perse avait rassemblé une armée gigantesque. Certaines sources estiment qu'il disposait de plus de 100 000 hommes, bien que ces chiffres soient probablement exagérés. Quoi qu'il en soit, il était indéniable que les Perses surpassaient les Macédoniens en nombre. De plus, Darius comptait sur une puissante flotte capable de bloquer les routes maritimes et de couper les approvisionnements ennemis. Cependant, il faisait aussi face à des défis internes. Beaucoup de gouverneurs provinciaux, satrapes, hésitaient à envoyer leurs meilleures troupes pour combattre sous le commandement central, préférant les garder pour protéger leur propre territoire. Cela affaiblit la cohésion de l'armée perse, composée d'un mélange hétérogène d'ethnies, de langues et de tactiques. La bataille décisive eut lieu près d'Issos, une ville côtière au sud de la Turquie actuelle. Darius choisit soigneusement l'endroit, positionnant son armée sur une vaste plaine qui lui permettrait d'exploiter sa supériorité numérique. Il amena aussi avec lui la famille royale, y compris son épouse Stateira, ses filles et sa mère Sisygambis, vraisemblablement pour s'assurer qu'elle serait protégée si la bataille tournait mal. Ce geste révélait à la fois la confiance et la vulnérabilité de Darius. D'un côté, il croyait que sa présence personnelle inspirerait ses hommes. De l'autre, placer sa famille si près de la ligne de front était un risque calculé qui allait lui coûter cher. Quand Alexandre apprit la position de Darius, il perçut immédiatement l'opportunité. Bien qu'inférieure en nombre, l'armée macédonienne avait des avantages cruciaux, mobilité, discipline et un leadership exceptionnel. Alexandre décida de diviser ses forces en 3 segments principaux. À droite, il plaça la cavalerie lourde menée par lui-même et les hétères. Au centre se trouvait la phalange macédonienne, ses sarisses formant une barrière presque impénétrable. À gauche, il positionna l'infanterie légère et les archers soutenus par des alliés grecs et des mercenaires. Le jour de la bataille, Alexandre exécuta une stratégie brillante. Au lieu d'attaquer frontalement, il ordonna à l'aile droite d'avancer rapidement, forçant le flanc gauche perse à reculer. Simultanément, il utilisa la phalange centrale pour attirer le gros des forces ennemies, créant une brèche au milieu des lignes perses. Dès que cette brèche apparut, Alexandre lança la cavalerie lourde directement contre Darius, positionné au centre de son armée. L'impact fut dévastateur. En voyant Alexandre mener personnellement la charge, les gardes royaux perses hésitèrent, et Darius, terrifié, s'enfuit du champ de bataille dans son char. Sa retraite démoralisa complètement l'armée perse, qui se dispersa dans la panique. Les Macédoniens profitèrent de l'occasion pour massacrer les ennemis en fuite, causant d'énormes pertes. Mais le véritable retournement survint après la bataille. Avec la fuite de Darius, sa famille royale fut laissée derrière, abandonnée dans son camp. Alexandre ordonna à ses hommes de capturer les femmes et les enfants, mais leur demanda de les traiter avec un respect absolu.
Ce geste fut profondément symbolique. Au lieu d'humilier ou de punir les membres de la famille royale, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un conquérant victorieux, Alexandre garantit qu'elles seraient bien traitées et maintenues en sécurité. Il envoya même des messages rassurants à Darius, promettant de protéger sa famille s'il acceptait de négocier la paix. Ce comportement contrastait radicalement avec les pratiques courantes de l'époque, où les chefs victorieux réduisaient souvent en esclavage ou exécutaient les proches de leurs ennemis. Pour Alexandre, cependant, il y avait autre chose en jeu. Il voulait être perçu non seulement comme un conquérant, mais comme l'héritier légitime de l'Empire perse. En traitant la famille royale avec dignité, il cherchait à créer une narration de continuité et de légitimité, se présentant comme le successeur naturel de Darius plutôt qu'un envahisseur étranger. La capture de la famille royale eut des répercussions profondes. Sysigambis, la mère de Darius, confondit d'abord Alexandre avec un serviteur en le voyant entrer dans le camp, en raison de la simplicité de ses vêtements. Quand elle réalisa son erreur, elle fut horrifiée et craignit des représailles. Cependant, Alexandre la rassura gentiment, disant « Je suis Alexandre, mais je suis aussi un fils de Zeus, tout comme ton fils Darius. Traite-moi comme tel, et je traiterai toi et ta famille avec honneur. » Ce moment fut rapporté par plusieurs historiens anciens et devint l'une des scènes les plus emblématiques de la vie d'Alexandre, soulignant sa capacité à utiliser la diplomatie et le symbolisme pour renforcer son image. De plus, la capture de la famille royale affaiblit encore davantage l'autorité de Darius. Sans son épouse et ses filles, il perdit non seulement un soutien émotionnel, mais aussi un symbole important de sa légitimité en tant que roi. À partir de là, ses tentatives de résister à Alexandre devinrent de plus en plus désespérées, tandis que le jeune conquérant continuait d'avancer implacablement. La victoire à Issos marqua un tournant crucial dans la campagne d'Alexandre. Pour la première fois, il devint clair qu'il n'était pas seulement un général talentueux, mais aussi un stratège politique astucieux. Il avait vaincu la plus grande armée du monde connue, capturé la famille royale, et pourtant conservé une attitude de magnanimité qui impressionna autant ses amis que ses ennemis. Cette combinaison de force militaire et de diplomatie douce fut essentielle pour consolider son emprise sur les régions conquises. Dans les mois qui suivirent, Alexandre se concentra sur la consolidation de ses conquêtes en Syrie et en Phénicie. Il assiégea Tyr, une cité portuaire fortifiée qui résista pendant 7 mois avant de finalement capituler. La chute de Tyr fut brutale. Alexandre ordonna l'exécution de milliers de défenseurs et vendit les survivants comme esclaves. Cet épisode révèle un aspect sombre de sa personnalité. Il pouvait faire preuve de clémence quand cela servait ses objectifs, mais aussi être impitoyable quand c'était nécessaire. Après Tyr, Alexandre avança vers Gaza, une autre cité qui opposa une résistance obstinée sous la conduite du gouverneur Batiss. Gaza tint 2 mois, infligeant de lourdes pertes aux forces macédoniennes. Quand elle tomba enfin, Alexandre ordonna que Batiss fût traîné dans les rues de la cité, attaché à un char, imitant ainsi le sort d'Hector aux mains d'Achille. Cet acte sadique reflétait à la fois son admiration pour Homère et son identification à Achille, mais démontrait aussi sa volonté d'utiliser la terreur psychologique pour intimider d'autres ennemis. Avec la côte orientale de la Méditerranée sous contrôle, Alexandre tourna son attention vers l'Égypte, l'un des piliers de l'Empire perse. L'Égypte cependant l'accueillit comme un libérateur. Après des siècles de domination étrangère, d'abord assyrienne, puis perse, les Égyptiens voyaient en Alexandre celui qui pourrait restaurer leur indépendance et protéger leur tradition culturelle. Il fut reçu avec des festivités grandioses et des acclamations publiques et fut couronné pharaon lors d'une cérémonie traditionnelle à Memphis. Durant son séjour en Égypte, Alexandre fit quelque chose qui changerait à jamais la carte du monde antique. Il fonda Alexandrie, une cité conçue pour être un centre de culture, de commerce et de savoir.
Située sur la côte méditerranéenne, près de l'île de Pharos, Alexandrie devint l'une des cités les plus importantes de l'histoire, abritant la légendaire bibliothèque d'Alexandrie et le phare de Pharos, l'une des 7 merveilles du monde antique. Pour Alexandre, Alexandrie était bien plus qu'une base stratégique. C'était un symbole de sa vision universaliste, un pont entre l'Orient et l'Occident. Avant de quitter l'Égypte, Alexandre effectua un autre pèlerinage significatif. Il visita l'oracle d'Amon dans l'oasis de Siwa, au désert occidental. Selon la légende, l'oracle déclara qu'Alexandre était effectivement fils de Zeus Amon, une fusion entre le dieu grec Zeus et le dieu égyptien Amon. Ce titre divin renforça encore davantage son image de chef destiné à de grands exploits, unifiant différentes cultures sous sa bannière. Après sa victoire en Égypte et la fondation d'Alexandrie, Alexandre était en position d'attaquer le cœur de l'Empire perse. Il savait que Darius III avait rassemblé une armée encore plus nombreuse et mieux préparée que celle vaincue à Issos. Darius avait appris de ses erreurs passées et était déterminé à affronter Alexandre dans des conditions favorables. Pour cela, il choisit soigneusement le champ de bataille, une vaste plaine au nord de la Mésopotamie, près du village de Gogamel. Gogamel était idéal pour les Perses pour plusieurs raisons. Premièrement, le terrain était plat et ouvert, parfait pour leurs nombreuses unités de cavalerie et leurs chars de guerre. Deuxièmement, Darius avait ordonné que le site soit préparé. Les obstacles naturels avaient été enlevés et des pièges avaient été créés pour désorienter l'avancée macédonienne. Enfin, la proximité avec la capitale perse, Babylone, permettrait à Darius de mobiliser rapidement des renforts, si nécessaire. Mais Alexandre était aussi prêt. Pendant des mois, il entraîna ses troupes et affina ses tactiques. Il savait qu'il affronterait un adversaire bien supérieur en nombre. Les estimations varient, mais il est probable que l'armée perse comptait environ 250 000 hommes, tandis que les Macédoniens n'en avaient qu'environ 47 000. Cependant, Alexandre comptait sur son expérience, la discipline de ses troupes et la flexibilité de ses stratégies. Il était aussi conscient que le moral de l'armée perse était fragile. Beaucoup de soldats voyaient Darius comme un chef hésitant et peu digne de confiance. Avant la bataille, Alexandre effectua des rituels religieux et consulta des oracles, cherchant des bénédictions divines pour sa mission. Il rendit aussi visite à ses officiers et soldats, les encourageant avec des discours émouvants. Il leur rappela leur victoire passée et leur promit que celle-ci serait la dernière grande bataille contre Darius. Son énergie contagieuse releva le moral des troupes, les rendant encore plus déterminés. À l'aube du jour fixé pour la bataille, les deux armées se firent face. L'armée perse était un spectacle impressionnant, une multitude de soldats de différentes ethnies, y compris des Mèdes, des Bactriens, des Indiens et des mercenaires grecs. Darius occupait le centre de l'armée, entouré de sa garde royale et protégé par un char blindé. Il avait aussi introduit des innovations technologiques, comme des chars de guerre équipés de lames rotatives conçues pour couper les rangs ennemis. De l'autre côté, l'armée macédonienne était organisée selon sa formation classique. La phalange lourde au centre, flanquée par l'infanterie légère et les archers. À droite, Alexandre menait la cavalerie lourde, tandis que Parménion, son général expérimenté, commandait à gauche. Avant le début de la bataille, Alexandre inspecta personnellement chaque segment de ses forces, s'assurant que tous étaient prêts au combat. Quand la bataille commença, Darius lança immédiatement ses chars de guerre contre les lignes macédoniennes. Ces véhicules étaient effrayants, rapides, agressif et apparemment indestructible. Cependant, Alexandre avait prévu ce mouvement. Il ordonna à ses troupes de former des corridors entre les formations, permettant aux chars de passer sans causer de grands dégâts. Pendant ce temps, la phalange macédonienne avançait lentement, gardant sa formation compacte et résistant aux attaques ennemies. Le moment décisif de la bataille arriva quand Alexandre décida d'exécuter sa stratégie la plus audacieuse. Au lieu d'attaquer directement le centre où Darius était positionné, il se concentra sur le flanc droit perse.
En utilisant la cavalerie lourde, il lança une charge dévastatrice contre les forces de Mazéus, l'un des généraux de Darius. Simultanément, il envoya une partie de sa cavalerie créer une diversion sur le flanc gauche, forçant Darius à diviser ses réserves. Darius, réalisant que sa ligne allait être rompue, ordonna à ses forces centrales de reculer pour protéger sa position. Mais ce recul fut mal coordonné et créa des brèches dans les lignes perses. Alexandre saisit l'occasion pour lancer une attaque directe contre Darius. Menant personnellement la cavalerie, il traversa les brèches et atteignit la position du roi perse. En voyant Alexandre avancer implacablement, Darius paniqua. Il abandonna son char et s'enfuit du champ de bataille, accompagné d'une petite escorte. Sa retraite démoralisa complètement l'armée perse, qui se dispersa dans un chaos total. Les Macédoniens profitèrent de l'occasion pour massacrer les ennemis en fuite, causant d'énormes pertes. La victoire à Gaugamel fut absolue. Darius avait perdu non seulement son armée, mais aussi son autorité. Sans le soutien de ses forces armées, il fut contraint de fuir vers l'Est, cherchant refuge dans les provinces orientales de l'Empire. Alexandre, quant à lui, marcha triomphalement vers Babylone, où il fut reçu comme un libérateur. La cité, l'une des plus grandes et des plus riches du monde antique, se rendit sans résistance, offrant ses trésors et ses ressources aux vainqueurs. Dans les mois qui suivirent, Alexandre poursuivit sa marche implacable. Il captura Suse, l'ancienne capitale administrative de l'Empire, puis Persépolis, le cœur symbolique du pouvoir perse. À Persépolis, il ordonna l'incendie du palais royal, un geste controversé que certains interprètent comme une vengeance pour les crimes perses contre les Grecs durant les guerres médiques, tandis que d'autres y voient un acte de pure arrogance. Quelle que soit la motivation, l'incendie de Persépolis marqua la fin définitive de l'Empire achéménide. L'Empire étant essentiellement conquis, Alexandre tourna son attention vers Darius, encore en fuite à l'est. Il mena une force mobile dans une poursuite implacable, traversant déserts et montagnes à la recherche de l'ancien roi. Cependant, avant qu'il ne puisse atteindre Darius, il apprit que le monarque avait été trahi et assassiné par ses propres satrapes, menés par Bessos, gouverneur de Bactriane. Quand Alexandre trouva enfin le corps de Darius, il ordonna qu'il fût traité avec respect et envoyé pour un enterrement digne en Perse. Ce geste démontra une fois de plus sa capacité à utiliser la diplomatie et le symbolisme pour légitimer sa position de successeur de Darius. Après la mort de Darius, Alexandre se proclama officiellement grand roi d'Asie, assumant le titre d'empereur perse. Il adopta plusieurs coutumes et traditions perses, y compris le port de vêtements royaux et la participation à des cérémonies traditionnelles. Cela créa des tensions au sein de son armée, particulièrement parmi les vétérans macédoniens qui craignaient qu'il ne s'éloigne de ses racines grecques. Pour apaiser ces inquiétudes, Alexandre organisa de grandes fêtes et célébra ses victoires avec des banquets épiques, renforçant ainsi son lien avec ses hommes. De plus, il lança une politique de fusion culturelle, encourageant les mariages entre ses officiers et des femmes perses. Lui-même épousa Roxane, fille d'un noble bactrien, dans un geste symbolique d'union entre les peuples. Cette politique fut ambitieuse, mais controversée. Beaucoup de Macédoniens y voyaient une trahison des traditions helléniques. Cependant, pour Alexandre, cette fusion était essentielle pour créer un empire unifié et durable. L'empire perse étant sous son contrôle, Alexandre aurait pu s'arrêter et consolider ses conquêtes. Mais il n'était pas un homme à se reposer sur ses lauriers. Son esprit insatiable d'exploration et de conquête le poussait toujours vers de nouveaux horizons. Il regardait maintenant vers l'Est, vers les terres inconnues de l'Inde, rêvant d'étendre encore davantage son empire. Avant de partir, il réorganisa l'administration des provinces conquises, nommant des gouverneurs loyaux et établissant des systèmes de taxation efficaces. Il construisit aussi des routes et des fortifications pour assurer le contrôle militaire et faciliter le commerce. Par-dessus tout, il conserva sa vision, se voyant non seulement comme un conquérant, mais comme l'architecte d'un nouveau monde globalisé. Après avoir consolidé son emprise sur l'Empire perse, Alexandre se trouva à une croisée des chemins.
Il avait conquis des territoires allant de la Grèce aux montagnes de l'Hindu-Kush, créant un empire englobant des cultures, des langues et des religions diverses. Mais pour Alexandre, ce n'était pas suffisant. Il était poussé par une curiosité insatiable et une soif presque mystique de découverte. L'Est, les terres inconnues de l'Inde, avec leurs légendes de richesse inimaginable et de sagesse ancestrale, l'appelaient. Pour beaucoup, la décision d'avancer vers l'Inde semblait inutile. Son armée avait déjà subi des années de campagnes implacables, traversant des déserts, des montagnes et des plaines. Les soldats étaient épuisés physiquement et émotionnellement. Cependant, Alexandre voyait l'Inde comme la dernière frontière, l'endroit où le monde connu prenait fin et où quelque chose de nouveau commençait. Il croyait qu'en conquérant ces terres, il accomplirait son destin en tant qu'unificateur de civilisation et plus grand leader que le monde ait jamais vu. Avant de partir, Alexandre prépara méticuleusement son expédition. Il renforça son armée avec des troupes recrutées dans les provinces conquises, intégrant des unités perses à sa force principale. Il fit aussi venir des ingénieurs spécialisés dans la construction de ponts et de machines de siège, sachant qu'il rencontrerait des terrains hostiles et de puissantes fortifications. Enfin, il veilla à ce que ses approvisionnements fussent organisés avec précision, envoyant des caravanes de provisions et établissant des routes de communication entre les régions conquises. Mais surtout, Alexandre comptait sur son charisme. Il savait que tant qu'il maintiendrait la loyauté de ses hommes et nourrirait leur foi en sa mission, il le suivrait jusqu'aux confins de la terre. La première grande barrière sur la route de l'Inde était la chaîne de l'Hindu-Kush, une extension imposante de l'Himalaya. Ces montagnes étaient traîtresses, couvertes de neige, même en été, et traversées de gorges étroites qui rendèrent le passage de grandes armées difficile. Pour Alexandre, cependant, ce défi n'était qu'une autre occasion de démontrer son génie stratégique. Il divisa ses forces en petites unités, chacune chargée d'ouvrir un passage à travers différentes cols. Il mena personnellement l'une de ces colonnes, affrontant des conditions extrêmes et des risques constants. Pendant des semaines, ses troupes marchèrent sous des températures glaciales, luttant contre des avalanches, des chutes de pierres et le manque d'oxygène en haute altitude. Beaucoup de soldats succombèrent au froid ou à la faim, mais ceux qui survécurent émergèrent de l'autre côté avec une détermination renouvelée. La traversée de l'Hindu-Kush devint une autre légende parmi les exploits héroïques d'Alexandre. En arrivant dans la vallée de l'Indus, Alexandre découvrit un paysage fertile et vibrant, habité par des royaumes prospères et des peuples guerriers. Il fut initialement accueilli comme un libérateur par certains souverains locaux qui y voyaient une chance d'affaiblir leurs rivaux régionaux. Cependant, d'autres résistèrent farouchement, sachant que la présence macédonienne signifiait perte d'autonomie et d'identité culturelle. L'affrontement le plus célèbre de la campagne indienne eut lieu sur les rives de l'Hydaspe, l'actuel Jhelum au Pakistan, où Alexandre affronta le roi Porus, l'un des dirigeants les plus respectés de la région. Porus était un monarque puissant, connu pour son courage et son habileté militaire. Il commandait une armée diversifiée, comprenant de l'infanterie lourde, des archers, de la cavalerie et surtout des éléphants de guerre, des bêtes gigantesques qui intimidaient tout ennemi. Alexandre savait que combattre Porus serait un défi sans précédent. Les éléphants posaient un problème particulier. Leur forme massive et leurs rugissements assourdissants pouvaient semer la panique dans les rangs ennemis. De plus, Porus avait choisi soigneusement le terrain, positionnant ses forces sur la rive opposée du fleuve, où il espérait que les Macédoniens tenteraient de traverser sous le feu ennemi. Mais Alexandre n'était pas homme à suivre les voies évidentes. Il décida de tromper Porus avec une série de manœuvres trompeuses. Pendant des semaines, il simula des attaques à différents endroits du fleuve, forçant le roi indien à diviser ses forces pour protéger toutes les voies de passage possibles. Pendant ce temps, Alexandre prépara une traversée secrète pendant la nuit, profitant d'un orage qui masquait le bruit de ses troupes. Quand le jour se leva, Porus comprit trop tard qu'Alexandre avait traversé le fleuve et se trouvait derrière ses lignes. Il réorganisa rapidement ses forces,
en voyant sa cavalerie et ses éléphants affronter les envahisseurs. La bataille qui suivit fut brutale et chaotique. Les éléphants de Porus causèrent d'importants dégâts initiaux, piétinant des soldats macédoniens et brisant les formations. Cependant, Alexandre s'adapta rapidement, ordonnant à ses troupes d'attaquer les flancs des éléphants avec de longues lances et des flèches enflammées. Quand les animaux furent blessés ou effrayés, ils se retournèrent contre leurs propres alliés, créant un chaos dans les rangs indiens. Pendant ce temps, Alexandre mena personnellement la cavalerie lourde dans une charge dévastatrice contre le centre des forces de Porus. Combattant au corps à corps, il abattit plusieurs commandants ennemis, inspirant ses hommes à le suivre sans hésiter. Porus, cependant, ne s'enfuit pas. Monté sur son propre éléphant, il continua à se battre courageusement même quand ses troupes commencèrent à se disperser. Finalement, encerclé et blessé, Porus se rendit à Alexandre. Lorsqu'on lui demanda comment il souhaitait être traité, il répondit avec dignité, comme un roi. Impressionné par son courage et son intégrité, Alexandre décida d'épargner Porus et de lui permettre de continuer à gouverner son royaume en tant qu'allié. Ce geste magnanime fut largement salué et renforça encore davantage la réputation d'Alexandre comme chef juste et visionnaire. Malgré la victoire à l'Hydaspe, Alexandre comprit rapidement que ses hommes atteignaient leurs limites. Ils avaient marché des milliers de kilomètres, affronté des climats extrêmes et combattu des ennemis redoutables. Maintenant, face à la perspective d'avancer encore plus à l'est, vers des terres inconnues et potentiellement hostiles, les soldats commencèrent à remettre ouvertement en question la sagesse de cette décision. Le coup de grâce survint à un endroit appelé Lyphasis, l'actuel Béas en Inde. Quand Alexandre annonça son intention de poursuivre sa marche, ses généraux et ses soldats se rebellèrent. Ils soutinrent qu'ils avaient déjà acquis assez de gloire et qu'il était temps de rentrer chez eux. Parménion, l'un des vétérans les plus respectés de l'armée, déclara clairement « Jusqu'où veux-tu aller, Alexandre? Jusqu'aux confins de la terre ?» Face à cette révolte généralisée, Alexandre dut prendre une décision difficile. Après plusieurs jours de réflexion, il accepta finalement la réalité. Continuer à avancer mettrait non seulement la vie de ses hommes en danger, mais aussi la stabilité de son empire. À contre-cœur, il ordonna le repli. Le voyage de retour fut aussi éprouvant que l'aller. Alexandre décida de descendre l'Indus jusqu'à la mer Arabique, construisant une flotte improvisée pour transporter ses troupes. En chemin, il affronta des attaques constantes de tribus hostiles et des conditions climatiques défavorables. Beaucoup de soldats moururent de maladies, de faim ou au combat. Quand il atteignit enfin l'océan, Alexandre envoya une partie de son armée par terre et l'autre par mer, veillant à ce que tous les survivants puissent finalement regagner la Perse. À Babylone, son quartier général, Alexandre commença à planifier de nouvelles campagnes, cette fois vers le sud en direction de l'Arabie. Mais le destin intervint avant qu'il ne puisse réaliser ses plans. En juin de l'an 323 après Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans, Alexandre tomba gravement malade après une fête. Certains historiens suggèrent qu'il contracta la malaria. D'autres spéculent sur un empoisonnement ou une consommation excessive d'alcool. Quelle qu'en fût la cause, il mourut après 10 jours d'agonie, laissant derrière lui un empire colossal, mais sans successeur clair. La mort d'Alexandre marqua la fin d'une ère, mais aussi le début d'une autre. Son empire fut divisé entre ses généraux, connus sous le nom de diadoques, qui fondèrent des dynasties hellénistiques façonnant le monde antique pendant des siècles. La fusion des cultures grecques et orientales, promue par Alexandre, l'hellénisme, transforma l'art, la science, la philosophie et la religion dans tout le bassin méditerranéen et au-delà. Cependant, le véritable héritage d'Alexandre va au-delà de ses conquêtes territoriales. Il fut un visionnaire qui rêva d'un monde unifié où les différences culturelles et ethniques seraient surmontées par la coopération et le dialogue. Bien qu'il n'ait pas toujours atteint cette vision, il laissa un exemple puissant de la manière dont l'ambition humaine peut transcender les limites. La mort subite d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans,
laissa un vide de pouvoir qu'aucun de ses généraux ne put combler complètement. Malgré ses conquêtes monumentales, il n'avait ni désigné de successeur clair, ni établi un système politique solide pour gouverner son vaste empire. Son fils posthume, Alexandre IV, était encore un enfant à sa naissance, et sa demi-sœur Cléopâtre Eurydice ne disposait pas d'un soutien suffisant pour revendiquer le trône. Ainsi, l'empire se fragmenta rapidement en plusieurs dynasties menées par ses généraux les plus fidèles, connus sous le nom de diadoques. Les principaux diadoques étaient des figures puissantes qui avaient combattu aux côtés d'Alexandre tout au long de sa campagne. Parmi eux figurait Ptolémée, qui prit le contrôle de l'Égypte, Séleucos, qui régna sur la Mésopotamie et des parties de l'Asie centrale, Antigone, qui domina l'Anatolie, et Cassandre, qui s'empara de la Macédoine et de la Grèce. Ces dirigeants passèrent des décennies à se livrer des guerres entre eux pour la suprématie, mais aucun ne parvint à restaurer l'unité de l'empire d'Alexandre. Bien que politiquement divisé, l'héritage culturel et administratif d'Alexandre resta intact. Les cités qu'il fonda, comme Alexandrie en Égypte et d'autres, le long de ses routes de conquête, devinrent des centres dynamiques de commerce, de culture et de savoir. La fusion des éléments grecs et orientaux, l'hellénisme, transforma profondément les régions sous influence macédonienne, créant une nouvelle identité culturelle qui perdura des siècles. L'hellénisme fut l'un des plus grands héritages d'Alexandre. Il représenta une synthèse unique entre les traditions grecques et les cultures orientales qu'il avait conquises. En pratique, cela signifia la diffusion généralisée de la langue grecque comme langue commune dans tout le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, facilitant la communication entre des peuples d'origines diverses. Cela entraîna aussi la dissémination d'idées philosophiques, scientifiques et artistiques grecques, qui trouvèrent un terrain fertile dans des terres étrangères. Les cités hellénistiques, en particulier Alexandrie, devinrent des pôles intellectuels novateurs. La bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, fut un projet visionnaire visant à rassembler tout le savoir humain disponible à l'époque. Elle attira des érudits du monde antique entier, mathématiciens, astronomes, poètes et historiens. Des philosophes comme Euclide, Archimède et Ératosthène accomplirent des avancées extraordinaires durant cette période, beaucoup d'entre elles inspirées par la vision universaliste promue par Alexandre. De plus, l'hellénisme influença profondément les religions et mythologies locales. Les dieux grecs commencèrent à être associés à des divinités orientales, créant des syncrétismes fascinants. Par exemple, Zeus Amon, la fusion entre le dieu grec Zeus et le dieu égyptien Amon, devint une figure centrale dans le culte royal égyptien. Cette pratique reflétait la politique d'Alexandre, consistant à respecter les traditions locales tout en promouvant son image de souverain divin. La mort d'Alexandre demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire antique. Il succomba après 10 jours d'une maladie aiguë, mais les causes exactes ne furent jamais élucidées. Les historiens anciens proposent plusieurs explications possibles: malaria ou fièvre typhoïde. Beaucoup suggèrent qu'Alexandre contracta une maladie transmise par des moustiques ou des aliments contaminés durant son séjour à Babylone, une région propice aux épidémies de ce type. Empoisonnement, d'autres spéculent qu'il fut victime d'un complot politique. Certains de ses généraux avaient des motifs pour l'éliminer, craignant qu'il n'envisage de nommer un successeur ou de consolider encore davantage son pouvoir. Excès d'alcool. Alexandre était connu pour ses fêtes extravagantes et sa consommation excessive de vin. Il est possible que sa santé ait été affaiblie par des années d'abus alcooliques, culminant en une insuffisance hépatique. Combinaison de facteurs, peut-être la vérité est-elle une combinaison de tous ces éléments. Une maladie aggravée par des habitudes malsaines et des intrigues palatines. Quelle qu'en soit la cause, sa mort prématurée souleva des questions inévitables sur l'avenir de son empire. Sans un leader charismatique et visionnaire comme Alexandre, il était pratiquement impossible de maintenir la cohésion d'un domaine aussi vaste et diversifié.
La figure d'Alexandre le Grand fait souvent l'objet de débats passionnés parmi les historiens et les philosophes. Pour certains, il fut un héros épique, un chef brillant qui agrandit les horizons humains et promut la coopération entre cultures. Pour d'autres, il fut un tyran impitoyable, responsable de la destruction de nombreuses cités et de la mort de milliers de personnes. D'un côté, Alexandre démontra des compétences militaires et stratégiques sans précédent. Il remporta des batailles apparemment impossibles, s'adaptant à des conditions extrêmes et surmontant des adversaires bien supérieurs en nombre. De plus, sa vision universaliste d'un monde unifié apporta des bénéfices tangibles, comme la diffusion du savoir et la création de réseaux commerciaux mondiaux. D'un autre côté, Alexandre fut aussi responsable d'actes cruels et controversés. Il incendia Persépolis, la capitale de l'Empire perse, dans un geste que beaucoup interprètent comme une vengeance inutile. Il exécuta des milliers de prisonniers et réduisit en esclavage des populations entières, violant des principes éthiques fondamentaux. Et bien qu'il ait traité avec respect la famille royale perse au départ, il n'hésita pas à éliminer des rivaux politiques et des conspirateurs au sein de son propre entourage. Cette dualité fait partie de ce qui rend Alexandre si fascinant. Il fut à la fois un idéaliste et un pragmatique, un visionnaire et un conquérant brutal. Sa vie illustre les paradoxes du pouvoir humain, la capacité d'accomplir de grands exploits, mais aussi d'infliger une immense souffrance. Même après sa mort, l'impact d'Alexandre continua de résonner dans le monde antique. Ses campagnes ouvrirent des routes commerciales reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique, facilitant l'échange de marchandises, d'idées et de technologies. Il prépara aussi le terrain à l'émergence de l'Empire romain, qui adopta nombre d'aspects de l'administration et de la culture hellénistique. Dans le domaine des arts et des sciences, l'hellénisme inspira des mouvements intellectuels qui durèrent des siècles. Des philosophes comme Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, et Épicure développèrent des systèmes de pensée qui influencèrent des générations ultérieures, y compris les Romains et les premiers chrétiens. En littérature, des auteurs comme Homère et Virgile furent largement lus et admirés grâce à la diffusion de la langue grecque. Enfin, Alexandre laissa un héritage symbolique qui transcende son époque. Il incarne l'ambition humaine dans sa forme la plus pure, le désir de dépasser les limites, de défier l'inconnu et de laisser une empreinte indélébile sur le monde. Son exemple continue d'inspirer des dirigeants, des artistes et des rêveurs jusqu'à ce jour. Alexandre le Grand fut bien plus qu'un simple guerrier ou empereur. Il fut un homme qui vécut intensément, guidé par une vision grandiose d'unifier le monde sous un idéal unique. Bien que son empire se soit désintégré après sa mort, ses conquêtes façonnèrent le cours de l'histoire d'une manière que peu de dirigeants ont égalée. Son histoire nous enseigne que l'envergure de nos rêves peut surpasser même les limites du monde connu, mais elle nous met aussi en garde contre les coups humains et moraux de la poursuite de ses rêves. En fin de compte, Alexandre demeure une figure ambiguë, un héros dont les accomplissements sont indéniables, mais dont les méthodes continuent de susciter réflexion et débat.